Quand t'es convaincu que c'est le bon truc, t'as une espèce d'énergie différente. Je pense qu'il faut répondre à un vrai pain point de l'auditeur. Mon intention de base, c'était plutôt de trouver des solutions pour moi, quoi. J'ai compris tout de suite que ça allait me dégoûter du truc. Je pense que la bête noire du podcasteur, c'est les pics d'écoute. Bienvenue dans Backstage, derrière le micro, le podcast qui te montre l'envers du décor. Tu cherches à te lancer ou à cranter ta pratique ? Tu es au bon endroit. À chaque épisode, je rencontre une podcasteuse ou un podcasteur et je me glisse dans les coulisses de son show pour te partager les meilleurs tips et les pièges à éviter. Au fait, je suis Benoît Thieb, créateur de contenu, fan de podcast et amoureux de découverte. Tout est bon ? Allez, on passe en backstage. Bonjour Léa. Bonjour Benoît. Merci d'avoir répondu présente pour cet épisode de Backstage. Merci pour ton invitation. Avant de parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le tilt, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur toi ? Imaginons qu'on est dans un ascenseur, qu'on a une dizaine d'étages à parcourir, 1 minute 30. Comment tu te présenterais ? Donc du coup, moi c'est Léa Audrin. Je suis effectivement la fondatrice d'un podcast qui s'appelle Le Tilt, que j'ai lancé en 2019. Je vais fêter les 6 ans là, dans quelques semaines. Et donc, je suis quelqu'un de très curieux. J'ai beaucoup de passion dans la vie. J'aime la musique, j'aime la danse, j'aime l'équitation, j'aime le voyage. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et c'est très souvent renouvelé. Et professionnellement, je suis indépendante depuis 5 ans. J'ai monté donc mon entreprise qui s'appelle Le Tilt, au travers duquel j'interviewe des super personnes qui parlent du travail. J'accompagne aussi des personnes dans leur trajectoire de carrière, donc soit à l'intérieur de l'organisation ou en particulier, mon travail, c'est vraiment de les aider à dessiner les prochaines étapes professionnelles pour eux. Et puis, je travaille aussi sur des sujets de marketing RH et marque employeur, où l'idée, c'est vraiment de pouvoir communiquer au mieux sur ces sujets et permettre d'attirer et d'engager les collaborateurs de la meilleure manière possible. Voilà. Trop intéressant. Et donc aujourd'hui, on va parler du TIL, qui est le podcast que tu animes, donc 6 ans. Ouais, dans quelques semaines. Énorme. Donc tu vas avoir plein de choses à nous partager. J'espère. Et qu'est-ce qui t'a... Ce que j'adore, moi, c'est que tu n'es pas une professionnelle de la communication. Donc il y a un moment donné, tu t'es dit, je vais me lancer. Et qu'est-ce qui t'a poussé à... Je bossais déjà en communication, en fait. Moi, j'ai fait des études en communication marketing. Ensuite, j'ai bossé 2 ans en CDI en tant que responsable marketing. Donc, j'ai quand même cette appétence pour la communication à la base. Et donc, le Tilt, c'est né à un moment où j'étais en CDI dans une entreprise qui faisait de l'acquisition digitale. Donc, sur le papier, pas très sexy, mais poste hyper intéressant parce qu'en gros, je suis arrivée dans l'entreprise à un moment où elle venait d'être rachetée par un gros groupe. On avait des enjeux de cross-sell, etc., qui étaient énormes. À l'époque, j'étais jeune et je me questionnais quand même déjà beaucoup sur quelle allait être ma trajectoire de carrière, est-ce que je suis bien dans cette entreprise, est-ce que je me vois progresser à l'intérieur, etc. Et en fait, j'ai vu quelques grains de sable dans la machine. C'était rien de grave, mais j'avais, je pense, déjà cette appétence et cette sensibilité à cette personne est bien dans son boulot et cette personne ne l'est pas. Là, j'y suis bien, là, j'y suis pas. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'était que je me voyais pas trop pendant des années progresser dans ce type de boîte-là. Et donc, le tilt est vraiment né de ce constat en me disant, si c'est que ça, entre guillemets, le travail, ça va être très, 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 très long. Et moi, tu l'auras compris dans la vie, j'aime bien m'amuser, que les projets sur lesquels je travaille soient intéressants, stimulants, etc. Et donc, en fait, je me suis dit, il y a forcément des gens qui ont déjà réfléchi à la question, que ce soit des particuliers pour leur propre trajectoire de carrière ou des entreprises qui ont réfléchi à la culture d'entreprise, ce qu'ils peuvent proposer aux candidats, etc. Et mon intention de base, c'était, je pense qu'à l'époque, je ne le formulais pas comme ça, mais c'était plutôt de trouver des solutions pour moi, quoi. De me dire, dans le lot de toutes les personnes que je vais rencontrer, il y a une boîte que je vais bien aimer, avec qui je vais bien matcher, et puis au final, ce sera ma prochaine étape de carrière. Et on est 6 ans plus tard, et j'interviewe toujours des gens sur ces sujets. Donc voilà, mais l'intention, c'était vraiment, je pense, d'aller chercher des réponses pour moi, à la base. Au final, donc,
J'irais pas jusqu'à dire que tu te déplaisais dans ton taf, mais en tout cas, il y avait des points de friction. Donc, tu t'es dit, je vais créer presque mon propre boulot et le média, le podcast va me servir à avancer ma démarche et à maturer tout ça en rencontrant et peut-être en me créant mon network, quoi. Exactement. C'était ça, ouais, l'idée. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont freiné, des choses où au départ tu t'es posé des questions avant de te lancer, ou est-ce que ça a été naturel? Non, ça n'a pas été si naturel que ça. En fait, je pense que l'élan pour créer un projet en mon nom, créer quelque chose à moi, etc., il était vraiment très naturel. J'avais... Tu sais, je fais partie de ces gens qui ont toujours beaucoup d'idées et qui se disent « Oh là là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », sans forcément toutes les mettre, enfin les ancrer dans le réel, quoi. Mais je savais qu'un jour, j'aurais ce projet en mon nom. Donc ça, c'était la première chose. Par contre, je pense que j'avais très peur du regard des autres sur ce travail-là, tu vois. De me dire, à l'époque, en 2019, je devais avoir 24-25 ans, tu vois. Et je me disais, bah, en fait, c'est quand même pas neutre, tu vois, de prendre la parole, de donner son avis, ou en tout cas d'aller chercher des gens qui nous intéressent. Ça a une couleur quand même, tu vois. Et je me disais, bah, ça va peut-être avoir une incidence sur mon parcours de carrière, ou alors les gens vont se moquer de moi, tu vois, j'avais beaucoup ça. Donc ça a quand même mis plusieurs mois à se concrétiser. Comment t'as fait, toi, pour vaincre ça, justement? Et ben déjà, les premiers épisodes que j'ai enregistrés ne sont jamais sortis. Ok. Donc il y a eu des fails avant de sortir le premier épisode. Je pense notamment à un boxeur que j'avais interviewé. En fait, le mec avait un profil, je crois, commercial dans une boîte. Et à côté de ça, il était athlète de haut niveau, boxeur. Et donc ce monsieur-là, en fait, j'ai enregistré avec lui. C'est jamais sorti. Il y en a eu un autre aussi qui était un ami. Et en fait, j'ai complètement mal géré le son. J'ai enregistré dans un resto. Et le son était horrible. Donc il y a eu quand même plusieurs enregistrements de podcasts qui n'ont mené à rien. Et puis un jour, quand le premier épisode qui est donc sorti était prêt, j'ai un de mes proches à qui j'en parlais tout le temps. Et je disais, je sais pas si je le fais, etc. Il m'a un peu mis un ultimatum. Il m'a dit, écoute, en fait là, tu vois, on va partir faire les courses de Noël. Donc soit tu appuies sur le bouton et auquel cas c'est trop cool et on continue à en parler, etc. Soit t'arrêtes de m'en parler, franchement j'en veux plus. Et donc je savais très bien que j'allais pas pouvoir ne plus en parler, donc j'ai appuyé sur le bouton, on est parti faire les courses de Noël et puis voilà, c'était parti. Trop cool. Et donc ce que je comprends, c'est que tu as fait des expérimentations aussi un peu au début sur les lieux. Et ça. C'est drôle, tu parles du restaurant, on en parle aussi dans un épisode avec François-Xavier Guillet. Donc je te laisserai écouter, tu verras pourquoi je te dis ça. D'accord. Comment tu choisis au départ ton format, ta durée, ton rythme de publication, tout le cadre qui est autour du Tilt? Déjà, il y a eu une grosse question de podcast ou YouTube. Ok. Je suis une grande consommatrice de YouTube. Donc, je me suis beaucoup posé la question. Ça a amené encore plus de complexité dans l'image que ça demandait. YouTube, c'est... Tu vois la tête des gens. Enfin, la prod vidéo, c'est plus lourd. En termes de coûts, c'est beaucoup plus élevé, etc. Donc, c'est assez vite sorti du giron, mais j'ai quand même eu la question. Et ensuite, honnêtement, les 6 premiers mois, c'était vraiment le bazar. Il n'y avait pas de rythme de publication. En plus, je travaillais en CDI à l'époque et j'avais la petite spécialité d'avoir aussi une activité freelance à côté, donc j'avais des clients. Donc, j'avais pas tant le temps de m'y mettre et de sortir un épisode chaque semaine. En revanche, ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est que j'ai lancé en décembre 2019 et on a été confinés en mars. Oui. Et j'ai eu un pic d'écoute parce que les gens étaient complètement perdus sur leur carrière, en fait. Et donc ça, le fait d'avoir des écoutes, c'était pas énorme à l'époque, mais en tout cas, moi, ça m'a donné un signal de me dire, OK, t'es sur un sujet qui, en fait, va être important dans l'année. Et moi-même, j'avais beaucoup de questionnements sur la suite pour moi. Et donc, ça m'a permis de vraiment me focus là-dessus. Mais c'était pas toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, c'était à peu près quand c'est prêt. je diffuse, mais j'avais pas cette ambition d'en faire un média qui sort toutes les semaines, de références, etc. En tout cas, au début, c'était pas le but.
Tu parles de pic d'écoute et même si un des premiers conseils qu'on te donne, c'est de pas forcément toujours se comparer aux autres sur les pics d'audience, parce que c'est pas les mêmes personnes à d'écoute, etc. C'est quoi les ordres de grandeur, juste pour avoir une idée? Ouais, aujourd'hui? Aujourd'hui et sur la période de Covid, justement, tu Ouais, disais qu'il y alors avait... sur la période du Covid, je pense que le premier chiffre où je me suis dit, ah, il s'est passé quelque chose, c'est un jour où j'ai dû faire genre 250-300 écoutes dans la journée, Ok. où je me suis dit, bon, là, on est sur un sujet qui est intéressant. Et aujourd'hui, le tilt, c'est entre 4000 et 5000 écoutes uniques par mois. Donc, je fais pas partie des rockstars du podcast, tu vois. Alors, on n'est pas sur un Bliss ou un Métamorphose. Par contre, je sais que j'ai une audience qui est engagée, présente, et surtout, je suis sur un sujet de niche où les gens qui écoutent restent. Et je reçois souvent des messages de personnes qui me disent, j'ai écouté 40 épisodes. Donc, il y a une forme d'engagement, quoi. Ouais, totalement. Et comment tu fais, toi, avec... Est-ce que tu as des actions particulières ou comment tu fais pour garder cet engagement de la communauté? Ouais, ça, c'est un gros sujet sur lequel je ne suis pas la meilleure. Pour moi, le sujet de l'engagement de la communauté, il est directement lié à celui de la diffusion. Un podcast, si tu le fais pas rayonner, maintenant, tu as les outils de PSO qui sont un peu mieux pour te faire découvrir, etc. Mais en 2019, franchement, ça n'existait pas. Donc vraiment, le canal principal, c'était les réseaux sociaux, qui sont toujours mes canaux principaux, hein, LinkedIn, Instagram. Donc, je pense que ça reste ça aujourd'hui. Et après, j'ai les abonnements sur les plateformes. Donc, je pense, on doit être pas loin de 6 ou 7 000 abonnés sur les plateformes d'écoute. Donc, j'ai bon espoir que les gens reçoivent la notif le jeudi quand je sors l'épisode. Tout le monde ne la reçoit pas, mais je sais que j'ai des pics d'écoute quand je sors des épisodes. Et après, j'ai pas une stratégie communautaire énorme. Je redirige les gens vers ma newsletter, que je n'ai pas envoyée depuis 6 mois. Mais inscrivez-vous quand même, je vais revenir un jour. Donc, il y a ça. Et il y a un canal que j'utilise pas mal pour parler à ma communauté, c'est le pré-roll. Okay. En fait, je fais pas de pub en pré-roll. Par contre, quand j'ai des messages à leur donner, je prends mon micro et je leur dis, alors, cette semaine, sur le tilt, il se passe ça, vous pouvez faire ci, ça. Donc, c'est un accès direct au fait de pouvoir parler à ma communauté. C'est pas une pub, il n'y a rien à vendre, mais c'est des messages que j'ai envie de faire passer, quoi. Très, très cool. Si on revient un petit peu sur les débuts, et on en parlait tout à l'heure en off, donc tu as un setup aujourd'hui de matériel qui peut être nomade, on va dire. Qu'est-ce qui t'a dirigé là-dessus? Donc, tu parlais aussi de YouTube et de la possibilité vidéo ou pas, et tu nous as expliqué ça, mais qu'est-ce qui t'a dirigé sur ça plutôt que du remote, par exemple? Comment tu as fait ton choix? Alors, mon choix a été très influencé par quelqu'un qui s'appelle Kevin Larquier, qui est mon ingé son depuis 2019, qui est aussi un ami dans la vie. Et qui du coup a été mon repère technique dès le départ, et donc ce qui m'a conseillé à la base, c'était un Zoom. Donc j'ai eu beaucoup de chance, il m'a prêté un Zoom à l'époque, donc j'ai commencé à enregistrer là-dessus, et ensuite quand j'ai commencé à vraiment plus interviewer, avoir besoin d'un setup un peu plus quali, il m'a conseillé ça. Donc j'ai une carte son Focusrite ou Focusrite, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est vraiment la rouge que tout le monde a. Vous tapez Focusrite sur Google, c'est la première qui tombe. Et ensuite j'ai des micros T-Bone. Mais honnêtement, je n'ai pas eu d'esprit critique à l'époque sur le matos. Il m'a dit, ça, ce sera super, fais-le. Et en fait, j'ai toujours ce setup, ça va faire 5 ans que j'ai le même setup. Mais là, tu vois, je suis dans un moment où je me dis, tu dis que je peux le transporter, en vrai, c'est quand même un peu pénible. Ouais. Parce que du coup, ça veut dire que la carte son est liée à mon ordi. Donc, le logiciel sur mon ordinateur, c'est Logic Pro. Donc, genre, ce qui est quand même à la base un logiciel de musique. C'est pas un logiciel pour enregistrer des podcasts, mais ça fonctionne très bien comme ça. Mais du coup, j'ai besoin de mon ordi, de la carte son. J'ai des bras de micro qui sont grands. Quand je suis dans le métro, je vois les gens, ils sont en mode « qu'est-ce qu'elle trimballe, la dame ?» Il y a les anti-pop. Donc, c'est quand même un gros setup. Et ça a aussi un désavantage, c'est que j'ai que 2 entrées. Et donc, depuis quelques années, je fais de plus en plus de conversations. On est à 3 voix, 4 voix. J'aime bien ce format. Et en fait, je peux pas le faire. Et du coup, je suis obligée de demander à un ami qui me prête une carte son plus grande. Donc, ça a quand même pas mal de limites. Donc, si les gens qui nous écoutent aujourd'hui
veulent un setup, ne prenez pas le mien. Voilà. Et du coup, si tu devais changer là demain, Ouais. vers quoi t'évoluerais? Je prendrais un Zoom avec 4 entrées, je Ok. pense. Donc pratique, compact, avec une bonne qualité de son. Je prendrais des micros mains, je pense. Parce que je pense que la dynamique est différente. Les gens l'ont potentiellement dans la main ou alors on le met sur un pied. Enfin, c'est autre chose, je pense. Et surtout, je rêve de quelque chose qui est facile à transporter, quoi. On en reparlera sûrement, mais j'ai eu un studio de podcast pendant 2 ans que j'ai quitté il y a 1 mois et demi, là. Et donc j'avais tout mon matos pendant 2 ans qui n'a pas bougé, tous mes invités venaient à mon studio, etc. Et là, depuis 1 mois et demi, je dois retrimballer mon matos. C'est vraiment très pénible. Et qu'est-ce qui est... Bon, on peut en parler tout de suite. Qu'est-ce qui t'a fait quitter le studio? Enfin, Donc en gros, c'était mon bureau. Ça s'appelle le studio Chabrol. On se partageait les locaux et le studio. Il y a un studio vidéo et un studio de podcast avec des petites agences de communication, d'autres indépendants et 2 petites startups. Et en fait, il y a eu un changement global du lieu. Donc, en fait, on a tous dû quitter le lieu pour plein de raisons. ok. Et donc, on a dû quitter tout ça. Et donc, mon cœur saigne de plus pouvoir avoir accès au studio. C'était incroyable de pouvoir avoir ça. Mais voilà, je suis très bien chez Yemanja, très bien accueillie aussi chez Yemanja, donc pas de souci. Très intéressant en tout cas. Et ce que je te disais juste après qu'on se soit dit bonjour, je crois, et que j'ai vu que tu avais déjà installé, je me suis dit c'est cool, c'est encore un nouveau setup, la carte son. Mais c'est effectivement ce qui est très, très conseillé dans les vidéos en ce moment YouTube. Peut-être même plus que le Zoom. Ça ? Ouais. Mais non. Si. Ok. Mais effectivement, moins mobile de ce que j'en vois. Donc ça, c'est le matos, c'est le format. Si on parle invité, comment tu décroches le premier invité? Alors, tu nous as parlé des tests et des épisodes que tu n'as pas pu diffuser, mais c'est quoi ta technique d'approche au départ? Et puis même maintenant, est-ce que tu as une technique Ouais. Alors, ma technique d'approche de base, j'avais passé un temps de dingue sur une presse où il n'y avait aucune data puisque le truc n'existait pas. Donc, j'avais vraiment fait une presse où j'expliquais toute ma démarche en long, en large et en travers. Je pense que personne ne l'a jamais lu. Donc, je shootais ma presse avec une direction artistique extrêmement douteuse à l'époque. Et au final, les premiers invités, je les ai vraiment contactés et reçus sur le Tilt grâce au réseau. Donc, la première invitée, c'était Charlotte Scapin, qui est, à l'époque, je crois qu'elle a changé de métier maintenant, mais elle faisait du coaching sur des sujets professionnels. J'avais participé, moi, à titre perso, à un de ses ateliers, et je trouvais que son approche était intéressante, donc je lui ai juste demandé. Ensuite, le 2 ou 3e invité, c'était Charles de Fréminville, qui est maintenant le DRH de Mistral. À l'époque, il avait une boîte qui s'appelait Bloom at Work. Et là, ça a été vraiment une mise en relation. En gros, je faisais du théâtre et une de ses amies faisait du théâtre avec moi. Et donc, on s'est rencontrés grâce à elle. Et encore aujourd'hui, c'est très organique, la manière dont je vais chercher mes invités, même si aussi je fais l'effort d'aller chercher des invités qui ne sont pas dans mon réseau, etc. Mais j'ai une bonne partie de mes invités chaque année qui viennent des rencontres que je fais au travers de mon boulot, quoi. Et tu arrives à garantir cette... je ne sais pas si on peut parler de diversification des sujets, mais le risque d'être que sur de l'organique, c'est de tourner un peu en rond. Ouais. En fait, je pense que j'ai une méthode un peu à contresens de ça, c'est-à-dire que moi, je pars toujours du sujet. Donc quand je fais beaucoup de veille, que je rencontre beaucoup de gens sur ces sujets, je tire quand même pas mal le fil des enjeux. Et donc j'ai un Notion avec une liste de genre 180 sujets à traiter. Et je le relis quand même assez régulièrement, tu vois, une fois par mois, tous les 2 mois. Donc je sais que j'ai des sujets où je vais avoir besoin de trouver un speaker. Et donc quand je rencontre ensuite la personne, je me dis « Ah, intéressant, son profil correspond à tel enjeu que j'ai dans mon Notion. » Tu vois, je te donne un exemple. Demain, j'ai un épisode qui sort. C'est un monsieur de 56 ans qui a repris des études à 56 ans. Et je savais que depuis longtemps, je voulais parler de reprise d'études tardive. Il se trouve que je l'ai croisé parce qu'il est venu travailler dans la start-up à mon bureau. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et son parcours est super intéressant. Voilà. Et après, il y a d'autres typologies de sujets où là, je sais que je veux des gens pointus. Ou alors, j'ai repéré des gens sur des sujets. Et donc, je fais la démarche d'aller
les chercher en fait. Ok, super cool. Et quand tu vas les chercher, tu as une phrase d'accroche, une petite touch Léa Audrin ou pas? Alors, écoute, c'est marrant que tu me poses la question parce que j'ai discuté avec une DRH hier qui m'a dit « Écoutez, bravo pour votre message, j'en reçois des tonnes et le vôtre était trop cool. » Donc déjà, je suis très contente. Mais je ne sais pas s'il y a une Léa Audrin touch. En tout cas, je pense que ce qui fait ma force, c'est que je suis convaincue. Ouais. Et donc, je pense que ça se sent dans les messages. Donc, je ne fais pas mes messages sur ChatGPT. Je fais pas ça. Et j'envoie toujours un épisode d'exemple que je trouve pertinent avec le profil que je sollicite en disant, bah voilà, sur une thématique similaire, voilà ce que j'ai déjà produit, etc. Donc, je pense que c'est ça. Après, on dit souvent, quand tu es convaincue, tu es convaincante. Ouais. Bah, je pense que ça joue. Ouais. Pour le coup, moi, chez Decat, j'ai vendu des skis à un chasseur alpin qui m'a dit « Vous, on voit que vous y connaissez. Je n'avais jamais skié de ma vie. » Ouais, mais ça m'étonne pas. Quand tu es convaincu que c'est le bon truc, tu as une espèce d'énergie différente. En tout cas, c'est très cool. Et ça me fait penser, et je n'avais pas forcément réfléchi à ça, mais à toutes les compétences annexes et connexes qu'on développe en tant que podcasteur. Et on parle beaucoup dans le métier de recrutement du T-shaped recruteur, notamment un concept qui est poussé par Blendy. Mais au final, on pourrait parler du T-shaped podcaster, parce qu'on vient sur des compétences de sales, de marketing. Complètement. Ouais. Complètement. Toi, tu as une compétence ou un domaine sur lequel tu as eu l'impression de te développer plus? Ouais. Bah, du coup, moi, ça fait 5 ans que j'ai mon entreprise. Et effectivement, je pense qu'il y a quand même des skills en communication que j'avais déjà parce que j'ai fait des études là-dedans. Mais quand tu le travailles pour toi, pour un projet qui est le tien, et que tu le mets aussi à profit de personnes qui sont tes clients et pas forcément tes employeurs, tu as vraiment une autre posture. Donc, je pense que j'ai vraiment progressé sur mes compétences en communication et marketing, même s'il y a encore vraiment des choses qui sont dramatiques dans ma manière de faire, notamment la diffusion du podcast, mais voilà, on peut pas être partout. Et puis des compétences sales, je pense. Ça vient avec le fait d'avoir une entreprise, ça vient avec le fait d'avoir besoin d'agrandir ton réseau pour rencontrer des personnes intéressantes pour ton média. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. On parlait tout à l'heure et tu en parles justement sur la diffusion des canaux d'acquisition, ou en tout cas des canaux de diffusion. Est-ce qu'aujourd'hui, tu en as un qui ressort plus qu'un autre? Est-ce que tu as réussi à spotter pourquoi? Ouais, pendant longtemps, j'ai eu vraiment un très bon engagement sur Instagram. Donc, je pense que de 2019 à, je dirais, 2022, 2023, début 2023, Instagram était vraiment mon plus gros canal d'acquisition, d'écoute sur les plateformes. Maintenant, c'est plutôt LinkedIn, je pense. Il y a eu un vrai switch. On en parlait quand on s'est dit que potentiellement on enregistrait cet épisode. Moi, je prends le parti pris de ne pas faire de vidéo. Ce qui est, je le sais, une stratégie qui aussi me met un caillou dans la chaussure. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le budget, etc. Ça viendra sûrement un jour. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, je souhaitais pas le faire. J'avais fait un test en 2021 sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos produites, etc. C'était hyper intéressant, mais tellement chronophage et tellement cher. Maintenant, avec l'IA, il y a plein d'autres options. Mais ouais, non, il y a ça. Et je pense qu'un canal d'acquisition qui est à ne pas sous-estimer, c'est la longévité d'un podcast. Ouais. Parce que, en fait, le fait d'avoir déjà 120 épisodes et une durée de vie de 6 ans, bah, en fait, les plateformes, elles te connaissent. T'es quand même déjà mieux ranké que si tu commences en 2027, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi les effets cumulés qui sont assez forts dans l'acquisition. Et tu as un conseil, toi, justement, sur l'observance ou sur cette durabilité du podcast, des choses qui t'ont permis de garder cette énergie aussi, peut-être? Ouais, bah, je pense que déjà, il faut être sur un sujet qu'on aime. Enfin, il n'y a pas de secret. On ne parle pas pendant 6 ans ou tu vois un Mathieu Stéphanie pendant 10 ans d'entrepreneuriat si on n'aime pas le sujet. C'est impossible. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que moi, ce qui m'a vraiment aidé à tenir, c'est que je te parlais de Kevin tout à l'heure, qui est mon ingé son. J'ai tout de suite délégué.
mais épisode 4, quoi. Parce qu'en fait, j'ai passé un temps de dingue et j'ai compris tout de suite que ça allait me dégoûter du truc. Ok. Donc, j'ai vraiment mis de l'argent que j'avais pas à l'époque sur le montage. Et je pense que ça aide, en fait. Il faut s'enlever un peu les contraintes qui sont vraiment lourdes pour soi. Et si j'avais dû faire la technique, c'est sûr que je serais pas là en train de produire encore des épisodes, quoi. Aujourd'hui, même si ça semble du coup un peu évident, qu'est-ce que tu fais toi et qu'est-ce que tu délègues? Donc moi, je fais toute la veille sur les sujets. Ensuite, je fais toute la partie réseau, aller chercher les contacts, proposer aux gens que je rencontre, etc. Je fais toute la partie éditoriale. Donc, je travaille à la fois à l'année et ensuite après, sujet par sujet, de quoi va parler le tilt, qu'est-ce qui est important, pourquoi on va prendre tel sujet ou pas. Et ensuite, je fais donc toutes les structures d'interview, comme tu es venu aussi à mon micro, donc tu l'as vu, je fais partie des gens qui préparent leurs interviews. Donc je prépare tout ça, ensuite j'enregistre et ensuite je m'occupe plus de grand chose. Je mets un astérisque parce que ça a changé là il y a 2 mois. Mais du coup, Kevin s'occupe de la partie montage, mixage. On se connaît très bien, donc il sait vraiment exactement ce dont j'ai besoin. Et quand il y a des épisodes un peu particuliers, je lui fais une liste où je lui dis bah, là, il s'est passé ça, là, on a fait une aparté, là, fais attention à ça, mais franchement, ça roule bien. Et pendant toute l'année dernière, Shaima s'occupait de la communication. Donc, elle faisait tous les sliders, elle mettait en valeur tous les épisodes, etc. Et là, j'ai arrêté parce que je pense que le ROI, il n'est pas à la hauteur du prix que ça me demandait. Donc là, je suis un peu dans cette phase d'entre-deux où j'ai repris la com. Et je sais que là, je suis à un moment charnière, il va falloir qu'elle bouge. Ouais. D'où la question de la vidéo. Mais c'est pas ma prio là actuellement, mais je sais que ça va l'être début 2026. Ok. Donc là, maintenant, je me réoccupe de la communication. Ce qui est finalement pas mal parce que, en fait, ça me demande de repenser au podcast un peu plus en profondeur et la diffusion qui est quand même un gros sujet. Donc voilà, le scope. Hyper intéressant. Et là, tu parlais de la structure et de la préparation des interviews. Et effectivement, tu fais partie des podcasteuses et podcasteurs qui préparent avec un fil conducteur. C'est quoi, toi, ta routine derrière ça? Et surtout, moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est, même si je l'ai vécu un petit peu du coup, mais comment tu fais pour garder le naturel? Un peu comme si je fais le parallèle dans le recrutement avec l'entretien structuré, où on peut se dire ça devient robotique, etc. Mais ça ne l'est pas. Donc j'atteste que ça ne l'est pas. Cool. Donc, comment tu prépares et deux, comment tu fais pour garder ce naturel le jour J? Bah, je prépare vraiment, pour le coup. Donc, tu vois, par exemple, pour ton épisode, j'ai écouté plusieurs de tes interventions sur des podcasts, j'ai regardé un peu tes posts sur les réseaux. Je sais qu'on a déjà eu l'occasion de se croiser dans des événements, etc. Donc, je merge un peu toutes ces infos-là et je me dis, ben, qu'est-ce qui va être intéressant? Je fais aussi attention aux angles que les personnes ont envie de traiter. Tu vois, quand on a discuté de l'épisode tous les deux sur le tilt, on s'est dit, bah, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir un angle un peu différent de ce qu'on a pu faire, de ce que tu as pu faire ces derniers mois. Donc je fais attention quand même à ce que la personne a envie de dire, quel angle, avec quoi la personne se sent à l'aise de venir au micro. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, après, je fais de la veille sur les sujets, je travaille l'angle des questions. Après, plus ou moins en fonction des sujets, tu vois. Il y a des sujets qui sont plus rapides que d'autres. Mais tu vois, sur des sujets d'expertise pointue, tu vois, par exemple, l'épisode que j'ai fait sur l'IA, bah là, je suis obligée de préparer parce que autant je ne suis pas l'experte et c'est moi qui pose les questions, mais je trouve que c'est important quand même d'avoir un minimum d'intérêt sur le sujet et pas de data, mais d'acculturation au sujet. Ouais, peut-être de questions aussi que toi tu te poses Exactement. de base pour les Ouais. poser. Okay. Et après, je pense aussi il y a ce truc de... moi, c'est un sujet qui m'intéresse, donc en fait, j'ai des questions à poser. Et quand je rencontre les gens, je me dis, bah déjà, j'ai beaucoup de chance de passer 1 heure avec cette personne. Donc, je vais poser les questions qui m'intéressent, en fait. Et c'est pour ça que des fois, c'est un peu long. Je fais un peu des podcasts longs parce que j'ai envie de comprendre son scope, qu'est-ce qu'elle en pense, quelles sont les datas intéressantes, quoi. Ouais, trop cool. Ce serait quoi pour toi le secret pour qu'un épisode cartonne ou vraiment perce? Je pense qu'il faut répondre à un vrai pain point de l'auditeur. J'ai un épisode qui cartonne depuis 2 ans.
que j'ai enregistré avec une jeune femme qui s'appelle Louise Ourcade et qui s'appelle « Mais que vais-je faire de ma vie ?» Et en fait, ce titre-là, je l'ai vraiment choisi en me disant « Je pense vraiment que ça résonne avec les préoccupations des gens qui m'écoutent, des professionnels qui m'écoutent. » Et il se trouve que Louise, elle a vraiment eu des moments où elle s'est vraiment demandé ce qu'elle allait faire de sa vie. Et donc, l'année dernière, ça a été mon épisode le plus écouté, avec un nombre d'heures d'écoute cumulées qui est, je pense, le plus gros de mon podcast. Et je l'ai rediffusé cette année. Là, il y a, je pense, 2 mois pendant l'été. Okay. Et pareil, il reperf. Et j'ai laissé le même titre. Et c'est hyper intéressant, parce que je pense que c'est pas un sujet qu'on a trop abordé avec les autres personnes jusque-là. C'est quoi le secret derrière la republication ou le repost des podcasts? Ouais. Est-ce que tu as vu des points de vigilance? Est-ce que tu as identifié des points de vigilance? Est-ce que... Moi, j'ai 2 manières de republier. Je choisis un mois l'été où je republie parce que je suis en vacances, donc j'ai autre chose à faire. Ça, et cette année, je fais aussi de la republication entre les épisodes parce que parfois, la vie fait que mon épisode n'est pas prêt à la date où je l'avais prévu. Et en fait, je pense que la bête noire du podcasteur, c'est les pics d'écoute. C'est-à-dire que t'es très en haut, t'es très en bas, t'es très en haut, t'es très en bas. Et le podcast, c'est ingrat, quoi. Tu loupes une semaine, mais Spotify et Apple Podcast, ils te disent, mais va en 200e de charts. Donc, il y a aussi ce truc de reposter du contenu qui était déjà là. Déjà, c'est le proposer à des gens qui potentiellement ne l'ont pas vu. Et puis, c'est aussi aider son podcast à rester dans le flow de la production de contenu, quoi. Ok, hyper intéressant. Tu as déjà commencé à aborder le sujet, mais les suites du tilt, donc potentiellement un peu de vidéo, est-ce qu'il y a d'autres choses ça me fait mal au cœur quand tu dis ça. Hein. Je sais qu'il va falloir que j'y aille, mais sûrement la vidéo. Mais je comprends les questions que tu te poses, parce que du coup, je me les suis aussi posées tout de suite et j'aime bien avoir un standard assez élevé de rendu. Et pour autant, c'est un vrai investissement pour du lighting, pour des caméras, etc. Et d'organisation aussi. Et moi, je pense que c'est mon côté un peu... j'aime bien faire les choses comme j'entends. Ça m'énerve de devoir me plier au game des réseaux sociaux. Mais je vais le faire, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, il y a ce truc aussi de... En fait, le tilt, c'est pas 100% de mon temps. Et je pourrais pas y dédier 100% de mon temps. Donc... la vidéo, ça prend du temps et il faut que je dégage du temps et du budget pour le faire d'une manière ou d'une autre parce que les algorithmes te demandent de la vidéo, tu vois. Bon, c'est comme ça. mais ouais, il y a cette adaptation continue des créateurs de contenu parce que finalement, on est des créateurs de contenu. Hein, c'est juste que notre plateforme, c'est le podcast, qui est quand même assez lourde, je trouve. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait à terme t'épuiser, toi ? Non, je pense pas. Mais par contre, je pense que le revers de ça, c'est accepter que ton audience, elle soit pas en croissance énorme. Donc, en fait, ça dépend aussi à quoi sert le podcast. C'est dans quel but tu fais ton podcast. Est-ce qu'il y a un objectif business ? Est-ce qu'il y a un objectif de carrière ? Est-ce qu'il y a un objectif de juste kiffer ? Et donc, si tu fais 3 écoutes par mois, c'est OK, tu vois. Enfin, c'est quoi l'intention derrière le média, en fait ? Yes. Et du coup, si tu devais donner un conseil par rapport à ça aux personnes qui nous écoutent, sur peut-être la structuration de l'intention, un peu en mode conseil de carrière. Mais En fait, c'est dur parce que je pense que ça peut être un super projet hobby, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de podcasts sur les plateformes qui sont des projets hobby que les gens font à côté de leur boulot, etc. Mais après, c'est aussi un vrai levier de business. Donc, choisissez votre camp. Il n'y a pas de bon camp, quoi. Avant qu'on se quitte, Léa, j'ai des petites questions très simples, tu verras. Ok. Si demain, tu devais déterminer le guest de tes rêves, qui ce serait ? Le ou la guest de tes rêves ? Ah, c'est une bonne question. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je rêverais d'interviewer Nelson Montfort. Ok. Parce qu'en fait, il a fait une reconversion. À la base, il bossait en finance. Et je trouve que
c'est quand même un c'est homme de une télé, de personnalité radio. ouais. Enfin, c'est un charisme assez exceptionnel et il a quand même une histoire de reconversion. Donc, Nelson Montfort, ça va sûrement faire rire des gens. Mais donc, je pense que ça serait intéressant comme parcours. Et après, ça pourrait être des internationaux, tu vois. Alors, j'aimerais beaucoup, je pense, enregistrer des parcours d'artistes, tu vois, qui ont des trajectoires un peu particulières ou des vies qui sont très particulières. Il y aurait un moyen, je pense, de lier dans ma strat édito. Donc, l'artiste qui me ferait le plus... tu vois, un Billie Eilish, quoi. Ouais. Ce serait fou. Une telle vocation. Tu vois, il y a un angle éditorial de trouver. C'est quoi la vocation, quoi. Très cool. Et est-ce que tu as une recommandation d'inviter à inviter dans Backstage? Pour toi? Ouais. Je peux t'en donner 3? Allez. Ok. Bon, la première, Valentine Gattard, que tu connais, Oui. avec qui j'ai cofondé un collectif aussi de 4 podcasteurs, podcasteuses. Ensuite, moi, il y a un podcast que j'adore, qui, je pense, est le podcast que j'écoute le plus. C'est Nouvel Œil, de Victoria Guillaumont. D'accord. Rien à voir avec le travail. C'est vraiment très anglais. Transition écologique, transition un peu... transition du monde, un peu. Ok. Et je trouve qu'elle a un univers poétique qui est assez chouette. Donc, Victoria, je pense que ça pourrait être intéressant. Et en plus, elle a quand même pas mal de spécificités en tant que podcasteuse. Elle se déplace pour tous ses invités. Donc, que tu sois à Marseille, à Dunkerque ou en Écosse, elle viendra te voir. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper chouette. Et elle a c'est le personal branding incarné, quoi. Ce podcast, c'est elle. Donc, Victoria Guillaumont. Et en troisième, je dirais j'ai oublié son nom, c'est terrible, la dame qui a créé Métamorphose. Oui. Podcast, tu Alors, connais j'ai ou pas? pas le nom, mais ça fait c'est partie terrible, des je vois guests son à visage. contacter. Ouais. Ouais. Parce que pour moi, elle, c'est celle qui a réussi à faire du podcast une version la plus proche de la radio. Et vraiment, c'est très, très bien orchestré. Et je pense qu'elle a un vivier business énorme avec son podcast aujourd'hui, quoi. Donc voilà, que des femmes. Est-ce que tu as un dernier conseil, un mot de la fin pour nos auditeurs? Eh bien, non. Et cherchez les podcasts sur Spotify, sur des, sur des thématiques que vous aimez. Ouais, le titre, par exemple, très bon podcast. Ouais, non, je pense qu'en fait, on a encore beaucoup de travail sur le fait que les gens écoutent des podcasts. Donc, faut tester, quoi. Faut écouter des trucs, même si ça nous paraît un peu loin de nous. Faut aider les podcasteurs. Trop, trop cool. En tout cas, merci beaucoup, Léa. Merci à toi, Benoît. Et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Backstage derrière le micro. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets 5 étoiles et laisse un commentaire. Pour suivre les coulisses de Backstage, retrouve-moi sur les pages LinkedIn et Instagram, je te mets les liens en description. Tu veux continuer la discussion ou me poser une question, contacte-moi sur LinkedIn. On se retrouve très vite dans Backstage.